CEPI est heureux de vous accueillir pour cette pause pendant votre journée pour vous permettre de réfléchir au leadership et aux grandes transformations. CEPI, c'est 70 ans d'expérience dans l'accompagnement des dirigeants, dans leur réflexion stratégique et dans leur mise en œuvre. Notre vocation, c'est d'accompagner les entreprises et les dirigeants dans leur performance. Pour ça, on a redéfini un chemin de la performance qui nous a inspiré ce webinaire autour du leadership et de la transformation. Notre repositionnement que l'on vit actuellement touche à ce chemin de la performance. Il vous permet, vous dirigeants ou membres de comité de direction, de pouvoir diagnostiquer votre performance durable et globale. À ce titre, vous pourrez investiguer sur l'éclairage, c'est-à-dire la vision et la stratégie, sur la transformation, c'est-à-dire l'innovation, l'organisation et la conduite du changement, sur le déploiement de cette stratégie, de manière très opérationnelle et managériale, et enfin, de pouvoir vous tester sur la mesure d'impact de vos politiques et de vos stratégies. Alors moi, je m'appelle Frédéric Langlois, je suis au CEPI depuis une quinzaine d'années et en charge du parcours leader stratégique qui accompagne les directeurs de BU, de business unit, pardon, les directeurs de services ou les chefs de projet stratégiques dans le développement de leur impact. Et c'est à ce titre, du coup, que je me suis penché sur cette question, comment être acteur du leadership dans ces grandes transformations. Et donc, c'est aussi riche de nos accompagnements, riche de nos contacts clients, qu'on a pu produire ces différentes réflexions autour des grandes transformations. Quelles sont-elles? Quels sont les périmètres qu'elles touchent? Quels sont les enjeux en termes de leadership? Deuxième temps, ça sera de regarder cette fonction du leadership. Comment évolue-t-elle? Quelle est sa nature? Comment la différencie-t-on de la partie managériale? Eh bien, c'est ce que je vous propose, du coup, en gros 40-45 minutes, qui nous permettront d'avoir une base de discussion et permettre ensuite de pouvoir répondre aux questions que vous vous posez. Alors, les transformations que nous connaissons, elles sont multiples en fait. Et donc, on va essayer de les regarder dans le détail et à chaque fois privilégier du coup un angle d'attaque, essayer de lire les évolutions du leadership dans ce cadre. Le leadership chez nous, c'est quelque chose qu'on développe depuis un certain temps. Et d'ailleurs, l'histoire du leadership, elle est marquée des défis et des challenges qui ont jalonné l'histoire. Que ce soit dans toutes les époques, ce leadership a évolué et donc c'est ce qu'on va essayer de regarder ce matin ensemble. Nous définissons le leadership comme la capacité à orienter, à mobiliser et influencer les actions d'un groupe pour rendre concret une vision, un projet. Et ce que nous voulons mettre en évidence, eh bien, c'est ces caractéristiques qui changent et celles qui ne changent pas à l'heure de ces grandes transformations. Et donc, c'est parti pour découvrir ce qu'est être leader au cœur de cette transformation. Alors, les transformations qu'on a identifiées sont au nombre de 3. D'abord, une transformation humaine et sociétale qui couvrira les grands changements qui impactent aujourd'hui l'entreprise et qu'on reverra ensemble. La deuxième transformation, elle est de l'ordre technologique, avec particulièrement l'IA qui vient percuter nos processus, notre chaîne de valeur et bien sûr la création de valeur. Enfin, la dernière transformation que nous explorerons ensemble est la transformation environnementale. Elle est dans toutes nos têtes, pour nous, pour nos entreprises, pour nos familles, nos enfants. Et donc, on verra ensemble comment elle vient s'intégrer aux entreprises et comment les leaders doivent agir pour rendre possible cette transformation de l'entreprise à l'heure de la transformation environnementale. Chacune de ces transformations est plus ou moins en cours dans nos entreprises. L'objectif de cette première partie est d'identifier les périmètres
et de déterminer les caractéristiques majeures qui touchent au leadership. Regardons d'abord les transformations sociales et sociétales. Quelles sont-elles, ces transformations? Eh bien, il y a des défis qui percutent nos entreprises à travers différents angles. D'abord, la quête de sens. La quête de sens est aujourd'hui non plus une histoire de jeunesse. Elle touche toutes les générations. On vient au travail avec une ambition et une envie, c'est du coup de pouvoir retrouver un équilibre au sein de sa vie personnelle, de sa vie professionnelle, parfois de salaires plus justes ou d'un travail qui a du sens. Et ça, c'est vraiment la réalité des entreprises, avec une attention marquée pour du coup, retrouver en fait, une attractivité. En fait. Et donc ce phénomène pousse les entreprises à repenser leur marque employeur. D'une part, avec là aussi l'appui des leaders, comment cette marque employeur va être intégrée, partie prenante des actions du quotidien, mais aussi de cette logique RH dont les leaders sont aussi porteurs. En fait. Deuxième point d'impact, qui est la culture d'entreprise, qui fait que, en cultivant du coup la culture d'entreprise, eh bien, on va aussi apporter beaucoup plus de sens, beaucoup plus de liens avec la société, qui va résonner auprès de nos collaborateurs et de nos futurs collaborateurs. Donc ce point de la quête de sens est un élément sensible aujourd'hui. Elle demande de la part des leaders une ouverture, une empathie pour pouvoir déceler les signaux de cette société qui vont venir résonner dans l'entreprise et qui seront intégrés à la marque employeur et à la culture de l'entreprise. Deuxième source de transformation, c'est l'essor du télétravail. Vous, comme moi, pratiquez cette possibilité de faire différemment son métier pour être plus efficace, pour travailler différemment. Ce travail à distance est devenu aujourd'hui la norme pour beaucoup. D'ailleurs, chaque semaine, 22% des collaborateurs pratiquent le télétravail. C'est vrai pour 65% des cadres et 11% des employés. Si le travail offre plus de flexibilité aux salariés, l'isolement des employés peut être un frein à ce télétravail. Il s'agit pour le management d'un défi. Il s'agit de maintenir le lien social, de prévenir l'isolement des employés et de garantir une équité entre les collaborateurs sur site et ceux à distance. C'est une vraie gageure, en fait, puisque aujourd'hui, les pratiques managériales ou la culture managériale ne permet pas, dans toutes les entreprises en tout cas, de rendre possible une certaine liberté d'agir. Et donc, il demande des pratiques managériales nouvelles, basées sur la confiance, basées sur une autre manière d'envisager sa mission, plus orientée sur la gestion par l'objectif que la gestion des tâches. D'ailleurs, c'est un vrai sujet parce que 45% des cadres aujourd'hui seraient prêts à démissionner si on touchait au télétravail. Ce télétravail change les modalités du leadership. Comment impacter dans un contexte de travail hybride? Il faut repenser les rituels présentiels et à distance pour disposer des bénéfices créatifs et de l'émulation collective. Et donc, dans ça, eh bien, c'est vraiment une question de repenser son impact à l'heure de cette organisation hybride. Troisième point dans cette transformation sociale et sociétale, la montée en compétences. À l'heure de l'automatisation et l'évolution rapide des métiers, les entreprises doivent fournir continuellement à leurs équipes des formations pour qu'elles restent compétitives. L'enjeu, c'est de transformer les emplois impactés par la technologie plutôt que de les supprimer. Et donc ça passe par une politique d'anticipation des besoins en compétences. Revoir sa GPEC pour permettre, dans les 6, 9, 12 mois, d'avoir des collaborateurs qui correspondent aux besoins de la stratégie. Et ça, c'est véritablement un travail
d'anticipation et d'accompagnement transverse des équipes. Enfin, un sujet se pose, il est plutôt nouveau, il a plutôt émergé avec l'après-Covid, qui est la santé mentale. On parle beaucoup de la pression au travail, de la surcharge d'informations et surtout une forme d'incertitude économique qui pèse sur le bien-être des salariés. La prévention du burn-out et des risques psychosociaux est devenue une priorité pour les entreprises. Elles doivent créer des environnements de travail sains et bienveillants pour faire en sorte que la qualité de vie au travail permette à chacun de s'épanouir. Il s'agit d'écouter, il s'agit d'avoir une attention à l'autre pour déceler les signaux faibles qui vont indiquer les mal-être et pouvoir à mieux accompagner nos collaborateurs. Alors, recherche de sens et équilibre, l'entreprise est vécue aujourd'hui comme un espace où l'on cherche à s'épanouir et à donner du sens au travail. C'est véritablement une autre corde à l'arc du leader qui doit développer. Ouverture, écoute, attention à l'autre, développement de la confiance, c'est bien dans les pratiques de relation à l'autre qu'on va retrouver une certaine confiance et un certain équilibre de fonctionnement collectif. C'est bien pour la personne, c'est bien pour le collectif. Il s'agit aussi de repenser son impact dans un contexte d'organisation hybride. Et là, il y a tout un schéma, tout un chemin à parcourir pour faire en sorte que les temps de présentiel soient aussi impactants que les temps de distanciel. Il faut anticiper, il faut accompagner nos équipes pour que ces transformations sociales et sociétales, du coup, s'implémentent dans l'entreprise avec le plus de facilité possible. Après le défi social et sociétal, voyons maintenant le défi technologique. Le défi technologique, c'est quoi? C'est l'adoption des nouvelles technologies qui s'intègrent dans le fonctionnement de l'entreprise. Ce n'est plus une option, mais une nécessité pour l'innovation et la compétitivité des entreprises. D'abord, il y a la transformation numérique qu'on connaît à marche forcée depuis quelques années. D'ailleurs, le système du webinaire en est une création, en fait, hein, de changer de mode via des moyens qui nous sont donnés aujourd'hui, en fait, hein. Cette transformation numérique, beaucoup d'entreprises, notamment les PME et les TPE, peinent à s'adapter à la transformation. L'enjeu, c'est de les accompagner dans l'adoption d'outils digitaux pour optimiser leurs processus, améliorer la relation client et rester dans la course face à des concurrents plus agiles. Deuxième point, c'est l'intelligence artificielle. Vous comme moi, touchons ces outils, explorons leurs potentialités, travaillons à la restructuration de la chaîne de valeur et des processus à travers ces outils intelligents. Cette IA générative, elle bouleverse déjà de nombreux secteurs. Quelques chiffres. 50% des entreprises qui utilisent l'IA constatent une augmentation de la productivité d'au moins 20%. Le potentiel au sein des services logistiques et de fabrication, par exemple, serait de 30%. Les offres d'emploi demandant des compétences en IA ont été multipliées par 7 au cours de ces 24 derniers mois. C'est dire si l'IA rentre fortement dans nos organisations et dans nos pratiques. Si l'IA permet d'automatiser les tâches répétitives et d'améliorer la productivité, elle soulève néanmoins des questions sur la place de l'humain dans le travail. Cette technologie va impacter la proposition de valeur de l'entreprise, son organisation et les compétences, et demande aux leaders de penser différemment l'entreprise en proposant une vision renouvelée. Il s'agit de penser différemment, de repenser les business models et la création de valeur pour apporter une vision et un repositionnement qui soit porteur d'ambition et porteur de résultats.
Dernier point, c'est le corollaire en fait de ces deux premiers points. Il s'agit de la cybersécurité. On en parle peut-être un peu moins aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'entreprises qui se sont fait hacker et qui ont perdu à ce moment-là des données personnelles, voire des données clients. Ça fait les gros titres de la presse et du coup, on peut du coup être attentif à ça. Donc avec cette digitalisation croissante, le risque de cyberattaque augmente. Il s'agit de protéger les données de l'entreprise et de ses clients. Ça devient un enjeu de survie. Les entreprises doivent investir dans des infrastructures de sécurité robustes et sensibiliser leurs équipes aux bonnes pratiques. C'est un nouveau rapport à l'information qu'il faut installer et pour ça, il faut sensibiliser, communiquer et former nos collaborateurs. Alors, en synthèse de cette partie sur les transformations technologiques, eh bien, on voit que ça demande aux leaders de donner la possibilité à chaque collaborateur de s'approprier ces outils pour se projeter dans ce nouveau monde, en sensibilisant, communiquant et formant. Mais c'est surtout en donnant la possibilité de penser différemment sa manière de faire, de penser différemment ses processus, de penser différemment la relation client. C'est l'occasion de remettre à jour un business model et de repenser la création de valeur dans un cadre d'une vision renouvelée. Dernière transformation que je voulais aborder avec vous ce matin, il s'agit de la transformation liée à la RSE. Ça prend beaucoup de place là aussi dans les médias et puis aussi dans nos préoccupations, nous dirigeants, nous leaders dans nos entreprises. Cette transition écologique est devenue une obligation, tant du point de vue réglementaire que pour répondre aux attentes des consommateurs et des investisseurs. Ça permet une réduction des coûts, ça permet une amélioration de la productivité et finalement, à long terme, une performance financière. Ça prend trois formes. Les leaders aujourd'hui et dirigeants sont dans des réflexions autour de la décarbonation. Les entreprises sont de plus en plus incitées, voire obligées, à réduire leur empreinte carbone. Une étude de France Stratégie a révélé un écart de 13% de performance entre les entreprises ayant une politique RSE et celles qui n'en ont pas. Le score moyen de performance RSE de la France, d'ailleurs, se situe à 53%, et donc nous nous positionnons en 3e position mondiale sur ce créneau. En fait. Cela implique de repenser les chaînes d'approvisionnement, d'investir dans des énergies renouvelables et d'adopter des pratiques plus sobres. Cette décarbonation entraîne souvent une nouvelle pratique de l'économie circulaire. L'objectif, c'est de passer d'un modèle linéaire où on produit, on consomme, on jette, à un modèle circulaire où les déchets sont considérés comme des ressources. D'ailleurs, dans nos accompagnements, on peut avoir aujourd'hui des entreprises qui vont chercher des leviers de croissance à travers cette économie circulaire. Et donc, c'est possible même pour des TPE ou des PME, en fait. Cela implique de l'éco-conception des produits, la réutilisation et la réparation des objets que l'on est censé créer. Véritablement, c'est de nouvelles opportunités d'affaires qui s'offrent à l'entreprise en prenant cette grille de lecture, cette analyse de son environnement pour favoriser du coup une entreprise qui va produire moins de déchets. Enfin, le dernier point sur la transformation liée à la RSE, c'est la réglementation. La réglementation que les entreprises doivent mettre en œuvre ou qui est concrètement imposé aux entreprises. En fait, Alors, des lois comme la CSRD, la Corporate Sustainability Reporting Directive, en Europe, imposent aux entreprises de publier des rapports extra-financiers détaillés sur leurs impacts environnementaux et sociaux.
le non-respect de ces obligations peut entraîner des sanctions et nuire à leur réputation. Et là encore, l'idée, c'est de regarder comment les dirigeants s'emparent de cette problématique pour en faire véritablement une composante de la vision qu'elle veut proposer à son entreprise. Les défis ne sont pas isolés, en fait. Les trois natures de transformation sont interdépendantes, ce qui entraîne, pour les entreprises et pour les équipes, une forme de complexité aiguë pour les structurer et les articuler. Et donc, c'est là où le rôle du leader va être prépondérant, va être primordial dans cette lecture des choses pour apporter une vision qui intègre pleinement les éléments de l'environnement et de son écosystème, une possibilité de traduire dans la stratégie et dans les objectifs des repères qui vont permettre à chacun de contribuer fortement à ces trois transformations. On l'a vu, en fait, si on fait la synthèse de ces trois transformations, qu'il y a une rupture dans la manière de vivre l'entreprise, une rupture dans la manière de penser l'intégration au collectif. Des défis qui demandent aux leaders de poser les choses différemment et de proposer une vision porteuse de sens. La plupart du temps, il s'agit de créer des espaces de discussion où les collaborateurs vont avoir la possibilité de se projeter dans ce nouveau monde. L'enjeu pour le leader, c'est de faire en sorte que les énergies ne restent pas bloquées dans la peur et le doute, mais se mettent au service de ces nouveaux projets dans un contexte d'organisation plus ou moins hybride selon les entreprises. Alors, on ne peut pas du coup aborder ce contexte macro de l'entreprise sans parler de grilles de lecture qu'on pourrait du coup apporter en fait à cet environnement. Et on peut aborder ensemble en fait cette grille de lecture qui s'appelle VUCA, qui permet de lire son environnement en tenant compte en fait des mouvements, des grands mouvements qui traversent son environnement. VUCA, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le V comme volatile. On a un monde qui change de manière fulgurante, rapide, et qui demande d'être agile, à intégrer les nouveautés, les informations qui nous arrivent de manière assez rapide, en fait. Le deuxième point, le deuxième lettre, c'est le U, en fait, de uncertain, donc incertain en français. L'avenir est de plus en plus difficile à prévoir. Il y a des mouvements qui se font, il y a des éléments qui sont peu prévisibles et qui viennent là aussi impacter. Et donc là aussi, il faut rester agile dans l'intégration de ces éléments dans son organisation et dans son cap, en fait, dans son cap. Le C, c'est le C de complexe, en fait. Des relations de cause à effet sont parfois difficiles à déceler. Entre ce qui va nous arriver et ce que l'on constate, eh bien, des fois, il peut y avoir des différences. Et enfin, le A, c'est une notion d'ambiguïté, c'est-à-dire un manque de clarté dans le sens des événements. On le voit tous les jours avec les éléments géopolitiques que l'on peut lire, que l'on peut voir, en fait. Et donc ça, c'est quand même un élément important. Ce monde VUCA, on l'a tous à peu près découvert, ou un peu avant, en tout cas, l'époque du Covid. En tout cas, ça a été très marqué à l'époque du Covid. Et à cette époque, il y avait une deuxième grille de lecture qui pointait son nez avec, là encore, une autre dimension, et peut-être qu'on est en train de le toucher du doigt. Je parlais du concept de banni, en fait. Banni, ça veut dire quoi? Si je le reprends en français, ça veut dire que le monde, il est passé de volatile à fragile. Et quand on voit aujourd'hui les informations, eh bien, il y a quand même quelque chose du niveau de la fragilité de nos institutions, de nos organisations, qui peut être remise en cause par des éléments internes, externes. Interne, ça peut être le départ d'un collaborateur ou du coup les départs de certains collaborateurs.
externe, eh bien, par exemple, les taxes imposées par les USA aujourd'hui au reste du monde. Donc on voit bien que nos environnements sont fragiles. Passer d'un monde incertain à un monde anxieux, eh bien, on rencontre aussi, tout à l'heure je parlais de la santé mentale peut-être de certains d'entre nous, eh bien, il y a en effet, il peut y avoir cet environnement peut être parfois anxieux, enfin pour rendre anxieux en fait, hein, et ne pas mettre les gens dans les dispositions pour produire le meilleur d'eux-mêmes, en fait, hein, le meilleur d'eux-mêmes. De complexe, le monde est passé à du non linéaire, en fait. Hein, et on pouvait voir certaines tendances, et bien aujourd'hui, il y a des cassures dans les tendances et elles sont assez peu lisibles, en fait. Hein. Enfin, on est passé d'un monde ambigu à un monde incompréhensible, dont véritablement, on ne comprend pas toujours les décisions qui sont prises, en fait. Hein. Et ça, véritablement, il s'agit d'un élément qui pèse fortement sur la conception, ou en tout cas la lecture que peuvent avoir les leaders de leur environnement. Et donc il s'agit maintenant de voir comment ça impacte, comment ces grandes transformations, comment ce qui se passe au niveau de notre environnement, voire ou dans nos écosystèmes, du coup impacte le leadership en fait. Alors en fait, j'ai décidé de vous proposer deux temps en fait. Hein. Le leadership, il a toujours évolué au cours des enjeux, des grands mouvements qui s'imposaient à la société et aux entreprises de manière générale. Et donc, on va voir qu'il y a des invariants dans ce leadership. Et je les ai listés et je vais vous proposer une liste de 7 points qui, à mon avis, sont des invariants aujourd'hui dans cette posture de leader, en fait. Hein. Et puis, j'aborderai après les 7 points qui, à mon avis, changent la configuration du leadership. Et c'est ça, peut-être, qui va être intéressant ensuite à décortiquer ensemble au travers de vos questions. Alors, qu'est-ce qui ne change pas dans cette posture de leader? Eh bien, la vision reste le socle du leadership inspirant. Le leader rassure, il maintient l'engagement de ses équipes en favorisant la convergence. Et cette logique de vision, cette logique de cap, ne sert là aussi qu'à nous faire converger tous vers le même point. Arriver à transmettre cette vision, ce nouveau cadre de référence, me paraît aujourd'hui la qualité première d'un leader. On le voit aujourd'hui hein, dans les travaux qui nous sont rendus dans le cadre du parcours leader stratégique. En fait, hein, nos apprenants transposent ce qu'on apprend ensemble, ce qu'on co-construit ensemble dans leur entreprise. Et nous mettons un point d'honneur du coup à cet exercice final dont il s'agit pour chaque apprenant de venir incarner le projet qu'il présente. Et donc, je pense que cette notion de vision reste le socle aujourd'hui d'un leadership inspirant. À nous de travailler, à nous de mettre en situation chacun de nos participants pour qu'ils vraiment bénéficient de cette possibilité de s'entraîner à développer d'autres talents, d'autres postures pour faire face aux situations qu'il devra assumer. Deuxième chose qui ne change pas, à mon avis, c'est la logique leader-contributeur. Il n'y a pas de leadership sans véritablement d'équipe autour, en fait. Et il n'y a pas de contributeur sans, dans un groupe, vous le savez, sans quelqu'un qui va, du coup, assumer ce rôle pour le groupe d'entraînement, ce rôle de dynamisme pour faire aboutir les projets. Donc le leader s'inscrit dans une reconnaissance de ses interlocuteurs pour favoriser leur engagement. Non pas pour les manipuler, mais pour en faire des acteurs à part entière du déploiement du projet. Cette posture favorise une dynamique collective et permet la logique de responsabilisation dans un potentiel de leadership tournant. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on en est aussi on en est à ce point sur cette notion de leadership. Est-ce que le leadership est une nature constante ? Ben, peut-être pas. Peut-être qu'à un moment donné, on peut aussi s'autoriser, dans certains cas, à
à faire circuler cette possibilité de conduire le groupe, de faire grandir aussi chacun de nos collègues, en fait, hein, dans une dynamique de partage de ce leadership. Même si le leadership stratégique, du coup, il va être plutôt limité, en fait. Mais dans le leadership opérationnel, du coup, ce leadership tournant est possible. Je fais un petit aparté sur la notion de leadership stratégique. Chez CEPI, nous pensons que la stratégie et la vision doivent reposer non pas que sur le dirigeant, mais aussi sur les membres de son comité de direction, voire ses proches collaborateurs, qui, à un moment donné, sont en capacité à donner le sens, à fixer des étapes pour atteindre le cap. Donc, cette notion de leadership stratégique, il est essentiel pour développer la responsabilisation et le déploiement du projet stratégique. La vision reste le socle de leadership inspirant. La logique de leader-contributeur est toujours à l'œuvre. Tout ça, c'est possible avant tout grâce à la connaissance de soi et de l'autre. Ça contribue à soigner sa communication pour être efficace et impactant, mais aussi pour comprendre ce qui fait la valeur unique de chacun. Nos entreprises sont avant tout composées de richesses humaines. Bien sûr qu'il peut y avoir d'autres éléments, mais avant tout, sans les hommes et les femmes qui constituent nos équipes, eh bien, rien ne se fait. Eh bien, le rôle du leader, c'est avant tout de prendre conscience de cette notion de connaissance de soi et de développement personnel pour développer ses propres compétences. Et aujourd'hui, le savoir-être compte autant que le savoir-faire, et pour aussi développer ses collaborateurs. Dans cette notion de connaissance de soi, il y a cette notion d'intelligence émotionnelle. Rappelez-vous le livre de Goleman en 1999 qui a fait véritablement la différence aujourd'hui dans la conception que l'on a du leadership, puisque cette intelligence émotionnelle, qui était une connaissance de soi, de sa manière de réagir, des signes qui nous permettent de mieux gérer nos émotions, elle est aussi dans la lecture que l'on peut proposer de ses collaborateurs. En effet, peut-être qu'à un moment donné, je peux aussi déceler chez les collaborateurs bien des humeurs que je vais pouvoir là aussi intégrer dans les communications que je vais avec mes collaborateurs. Donc, cette notion d'intelligence émotionnelle, ça permet de comprendre les craintes, les doutes, les motivations qui nous animent, ainsi que pour nos collaborateurs. Et le leader, son rôle, c'est de créer un environnement de travail où les collaborateurs se sentent en sécurité pour exprimer ses préoccupations. C'est parce qu'on aura cette proximité qu'on pourra, là aussi, mieux accompagner et faire en sorte de rester concentré sur l'objectif, en fait, hein. Le leader, il est créateur de liens et de confiance. Et c'est bien par cette introspection, cette connaissance de soi et de l'autre, qu'il va pouvoir ouvrir ces espaces qui vont libérer les énergies, en fait. Ce qui ne change pas également, cinquième point, ce qui ne change pas dans ce modèle de leadership, c'est la communication sur le sens, en fait, hein, plus sur le pourquoi que sur le quoi, en fait, hein. Rappelez-vous Simon Sinek, si vous l'avez en tête, en fait, hein. Donc, la communication sur le sens est un élément important pour rassurer sur la cohérence des actions. Relier chaque action, faire en sorte qu'on puisse on puisse relier les actions au projet, les actions à la vision, fait que ça rendra chacun plus sensible aux enjeux qui se posent à l'entreprise et qui se posent dans la tâche, dans le projet, à ce moment-là, en fait, hein. Tout ça, ce n'est possible que si le leader il est ouvert à son environnement. Et on sait qu'il y a des grands mouvements, on vient de les parcourir ensemble. Et cette ouverture à son environnement, elle est nécessaire pour capter les grandes tendances, comme les signaux faibles, de notre environnement. Être à l'écoute, être en observation de son environnement, disposer d'une curiosité intellectuelle permet de recueillir les signaux faibles.
Cette ouverture permet de mieux comprendre son environnement pour formuler une vision et un projet porteur de sens. Là encore, les hard skills, du coup, là, prennent tout leur sens dans cette compréhension de son environnement. Par exemple, toute une partie de nos parcours de formation, que ce soit au CPA, le parcours dirigeant, que ce soit au parcours leader stratégique pour les membres de comité de direction ou les chefs de projet stratégique, que ce soit pour les managers opérationnels, la reconnexion à son environnement, la compréhension de son environnement passe par l'utilisation de certains outils. Alors comme on dit, il y a certains qui ont du pif, il y a certains qui ont de l'intuition, mais l'idée c'est aussi de pouvoir prendre de la distance par rapport à son environnement dans lequel on baigne souvent depuis plusieurs années. Et là, c'est là où prennent leur sens tous ces outils qu'on va pouvoir délivrer, que ce soit dans l'accompagnement ou dans la formation d'ailleurs, qui sont autant de manières de regarder son objet. La multiplication de ces objets véritablement permet d'affiner sa compréhension de son environnement et d'être beaucoup plus précis sur l'état des lieux et sur la problématique qui se pose à tout leader. Dernier point de ce qui ne change pas, c'est ce leader qui met en place et qui cultive un cadre de valeurs pour créer un contexte propice à la coopération. Le leader doit être à la dynamique dans cette logique de coopération, que ce soit au sein de services ou que ce soit dans des logiques transverses. Eh bien, ce qu'on attend du leader, c'est qu'il ouvre des espaces disponibles à la coopération. C'est d'autant plus vrai que face à l'intelligence artificielle, de plus en plus présente dans nos sphères professionnelles, les caractéristiques humaines, que sont de la responsabilité, que sont la transparence, que sont l'honnêteté, eh bien, prévaudront. Donc on a aujourd'hui une responsabilité, du coup, à faire vivre ce cadre de valeurs pour faire en sorte que ça mette chacun en sécurité pour pouvoir coopérer, pour pouvoir co-construire des solutions qui vont être créatrices de valeur pour l'entreprise. Alors maintenant, ce qui change. Arrivons dans le vif du sujet, puisque l'objet, c'est ça en fait. Être leader, à l'heure de cette grande transformation, c'est de mesurer ce qui ne change pas, mais surtout ce qui change. En fait. Et donc, je vais peut-être prendre un peu plus de temps pour pouvoir détailler ces 7 points qui me paraissent, moi, essentiels à aborder avec vous. En fait. Là encore, il s'agit de notre lecture et on pourra, dans le dernier temps de notre webinaire, de pouvoir en échanger. Alors, qu'est-ce qui change? D'abord, un environnement qui peut évoluer rapidement. Nous naviguons dans un environnement qui peut évoluer rapidement et de manière imprévisible. Ça demande d'être agile intellectuellement et opérationnellement. Cette situation peut être déstabilisante pour les collaborateurs car ça remet en cause l'appareil du manager et ou du leader. Ce qui était vrai aujourd'hui, ce qui était vrai hier, ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Et donc, on peut comprendre l'effet de déstabilisation des collaborateurs sur ces points. Face à cette complexité des situations, le leader doit apporter de la clarté et de la simplicité. La simplicité permettra, là aussi, d'ancrer des messages qui permettront de rassurer sur la poursuite du cap. En conséquence, le leader doit communiquer avec humilité et authenticité. Humilité face aux situations, parce qu'il sait, il pressent que ça peut évoluer, et pourtant, à un moment donné, il faut prendre des décisions, il faut prendre des partis pris, et avec authenticité pour rester à la fois crédible face à ses interlocuteurs, mais aussi aligné par rapport à ses propres valeurs. Ça, c'est vraiment un challenge qui, du coup, est un élément, est un vrai challenge pour chacun, en fait. L'agilité, ce n'est pas seulement une méthode de travail aujourd'hui, c'est une manière de penser. Et donc pour ça, eh bien, il faut bien connaître son environnement, il faut être au fait des possibilités de connaissance de son environnement
pour percevoir rapidement les changements qui peuvent arriver de manière impromptue et qui changent parfois la donne, en fait. Hein. Donc, et ça, comment le faire alors? Parce que c'est vraiment une des questions. Eh bien, c'est peut-être grâce au réseau, grâce au webinaire comme on l'organise aujourd'hui, mais grâce aussi peut-être au temps de réflexion collective, voire aux formations, que l'on va pouvoir venir prendre le temps de recul pour confronter nos avis sur les environnements, en fait. Hein. Et donc, je vous invite à venir peut-être nous retrouver au CEPI. On fait plein d'événements de ce genre, en fait. Hein. Deuxième point, dans ce qui change, d'après moi, c'est le leader doit inspirer confiance et être source de stabilité. On vient de le voir à travers cet environnement qui est instable, qui est imprévisible. Eh bien, le leader, aujourd'hui, doit être source, du coup, de stabilité pour que ses collaborateurs ne subissent pas l'effet de turbulence, en fait. Hein. Et donc, la connaissance de soi, dont on parlait il y a quelques instants dans ce qui ne change pas, à mon avis, eh bien, est un élément fort, en fait. Hein. Est un élément fort, en fait. Hein. Troisième point, les nouvelles technologies, digitales ou RSE, sont l'occasion d'impliquer les plus jeunes pour les fidéliser. On se pose souvent la question, en fait, hein, de la fidélisation, on se pose la question de l'intégration, de faire coopérer les différentes générations qui se trouvent dans l'entreprise. Et bien là, il y a l'occasion de favoriser pour un jeune public, du coup, l'occasion de venir là aussi être à la manœuvre et être porteur des projets qui sont les plus actuels, en fait. Hein. Ça les concerne au premier chef. Ils ont une pratique peut-être, par exemple pour l'IA, c'est le cas pour l'IA, une sensibilité pour la RSE qui font qu'ils vont pouvoir se révéler dans ces projets, en fait. Hein. C'est une manière de donner sa place à chacun et de favoriser la cohésion du groupe. Intégrés et reconnus, ils entreront sur le chemin de l'engagement. Et je vous y invite à le faire. Quatrième point, dans l'incertitude, il faut communiquer sur le cap. Cela permet à l'équipe de s'adapter aux événements imprévus tout en gardant une cohérence dans ses actions. Il faut que chacun soit en capacité à relier les changements de chemin jusqu'au point d'arrivée. Pour ce faire, pour véritablement accompagner les collaborateurs dans cette logique, eh bien, le leader doit donner du feedback continu pour ajuster le chemin en permanence vers le cap. Et donc, aller chercher le ressenti, aller chercher du coup les réactions pour, là, de nouveau, faire converger les énergies et rendre possible nos projets. Cinquième point, dans l'incertitude, le leader ne décide pas seul. Là aussi, je pense que c'est une histoire peut-être quelque chose du passé, mais aujourd'hui, face à des questions auxquelles on ne saurait pas répondre, face à des questions auxquelles on serait sans méthode ou sans outils, eh bien, je pense qu'il faut s'appuyer sur l'intelligence collective pour réduire ces zones d'ombre et impliquer les équipes dans des décisions opérationnelles. C'est une marque de confiance et d'humilité qui permet de garder la cohésion du groupe. Sixième point, il s'agit d'encourager la nouveauté et l'expérimentation. On l'a vu avec la liste des transformations qui étaient décrites dans un premier temps. Elles sont nombreuses, elles sont complexes. Et donc, l'une des manières d'y arriver, c'est aussi, nous, d'expérimenter les choses, de pouvoir être dans un mode test and learn, de peut-être d'aller rencontrer l'échec aussi pour mieux rebondir et mieux percevoir les limites, mais aussi les potentialités de chaque technologie qui nous est aujourd'hui proposée, en fait. Hein. Et donc, il faut encourager la nouveauté, l'expérimentation auprès de nos équipes dans cette phase de changement de paradigme pour libérer les énergies. Le leader doit être flexible, rapide et prêt à expérimenter. Et c'est vrai que dans nos parcours de formation, je pense au CP1, je pense au parcours leader stratégique ou au parcours manager opérationnel, eh bien, avant tout, on sort des murs pour aller vers les entreprises, pour aller dans des lieux, des incubateurs, pour aller dans des lieux de créativité, des lieux d'expérimentation, pour oser
dépasser la porte de ces endroits qui parfois peuvent paraître du coup hors de portée. C'est l'occasion de rencontrer, c'est l'occasion du coup de se tester aussi sur ces nouvelles technos. Le leader devra favoriser l'appropriation des nouvelles technologies pour encourager les collaborateurs à penser par eux-mêmes et à tester les nouvelles idées. Je pense que l'IA aujourd'hui est à ce stade en fait dans les entreprises, hein, du coup d'être utilisé sans forcément être officialisé. Mais pourtant en fait, hein, il faut l'expérimenter. Mais moi je vous invite quand même à l'officialiser et à mettre des limites dans cette utilisation, non pas pour brider, mais simplement pour savoir ce que l'on fait. On sait que ces outils ont une force phénoménale, mais peuvent avoir certaines limites. Donc il faut le savoir que dans la prise de décision, eh bien, on peut avoir cette prévenance vis-à-vis de la qualité de la donnée, en fait. Dans ce contexte, l'échec n'est pas un obstacle, mais il devient une opportunité d'apprendre et une opportunité de se développer. Enfin, dernier point, qui vient clôturer en fait, hein, ce qui change, il s'agit de penser à l'énergie que l'on met dans ces différentes transformations. En effet, ces différentes transformations sont énergivores. Et donc le leader doit savoir aussi s'accorder le ressourcement permettant de gérer l'énergie pour rester agile. Et ça, c'est un élément important parce que ça permet aussi d'avoir l'esprit clair en fait, hein, et de pouvoir lever le dé du guidon en fait, hein. Par exemple, nous proposons au sein du parcours leader stratégique toute une phase de méditation au cours de la formation sur 6 séances pour faire l'expérience du ressourcement avant l'action. De la même manière, nous avons mis en place des séquences de préparation mentale pour que chacun puisse gérer au mieux les phases avant, les phases pendant et les phases après l'action. Bien comme aujourd'hui, par exemple, hein, l'idée c'est de se préparer à ce webinaire, se préparer à prendre la parole devant vous pendant 1 heure. Eh bien, ce n'est pas un exercice naturel et donc il faut s'y préparer. Il faut aussi gérer du coup sur le long terme cette action et puis gérer l'après en débriefant. Eh bien, ça c'est vraiment quelque chose qui se prépare et surtout qui se cultive. Ça permet du coup de gérer non plus les tâches, mais de gérer son énergie en fait. Et ça me paraît très important. Eh bien, on arrive à l'issue de cette présentation qui, du coup, nous a fait balayer très largement en fait, hein, les caractéristiques du leader dans un contexte de transformation sociétale, technologique et environnementale. Le leader devra s'ouvrir en se formant, en s'ouvrant, en étant curieux, mais également en allant à la rencontre d'autres leaders avec qui il va pouvoir confronter ses idées. En fait, c'est une invitation à se préparer aussi aux prochaines transformations qui, je n'en doute pas, du coup, nous attendent dans les années à venir. Il y a sûrement de belles opportunités en termes de changement et de création de valeur. Et donc maintenant, on va passer à la phase des questions. D'ailleurs, je remercie ceux qui ont anticipé du coup cette étape en fait, hein, pour nous permettre du coup d'avoir un semblant d'échange. Le fil de questions est toujours ouvert. Je me permettrai de répondre à ce moment-là si vous avez laissé votre adresse mail. Merci beaucoup Frédéric pour ces analyses et ces éclairages autour du leadership dans un contexte, comme tu le rappelles, extrêmement mouvant, complexe et incertain. On a reçu pas mal de questions via le chat au moment des inscriptions sur notre site cepi.fr ou sur notre page LinkedIn. On va essayer d'en prendre le maximum. Peut-être une première de Wilfried. Quels sont les indicateurs principaux, qualitatifs, quantitatifs, qui permettent de mesurer son leadership aujourd'hui ? Alors, ce leadership, il se révèle en fait, hein, il est le fruit de l'impact que l'on souhaite avoir en fait chez nos collaborateurs et donc et chez nos interlocuteurs de manière générale si on est en transverse en fait, hein. Et donc, ce qui compte aujourd'hui, c'est de pouvoir mesurer le taux de retour en fait de cette résonance que l'on cherche à avoir en fait, hein. Donc, c'est d'avoir le retour de ses collaborateurs. 2, ça peut être aussi dans la gestion du changement, dans la gestion de l'action, de regarder comment les gens adhèrent du coup à nos propositions. En fait, hein. Question de Joël maintenant. Est-ce qu'il faut nécessairement passer par le télétravail pour attirer les nouveaux talents et renforcer son leadership ?
Alors c'est vraiment une question, ça pourrait être une question générationnelle en fait, hein, mais qui est beaucoup plus large aujourd'hui que dédiée du coup à cette génération Z en fait, hein. Moi je pense qu'il faut être créatif par rapport à ça. J'ai pu l'expliquer il y avait des possibilités d'impliquer l'ensemble des collaborateurs selon leur appétence, selon leur talent, selon aussi les points qu'ils avaient à faire progresser pour les engager dans des projets en fait. Et c'est vrai que pour reconnaître quelques entreprises qui mettent l'accent sur ce point, eh bien c'est par la vision que l'on va réussir à développer l'attractivité de nos postes en fait, et surtout à faire rester nos collaborateurs, nos principaux collaborateurs qui sont la ressource, une des premières ressources de l'entreprise. Je pense à la RSE et avec une entreprise qui fait du conseil en économie circulaire, mais en fait, hein, c'est par son positionnement qu'elle a réussi à attirer ses principaux collaborateurs, qui du coup viennent en masse par rapport à ça. Mais c'est vrai aussi dans nos entreprises, en fait, hein, ces projets RSE, tout comme digitaux, peuvent être là aussi, faire l'objet de communication et surtout de responsabilisation pour faire en sorte d'engager en fait, hein, nos collaborateurs. Donc, télétravail, oui, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est à entrer dans les coutumes et pratiques. Et donc, et c'est peut-être une bonne chose, en fait, hein, si on y développe une relation de confiance, en fait, hein. Là encore, le télétravail, ce n'est pas quelque chose d'immuable, donc ça peut être l'objet d'une gestion. N'empêche qu'à un moment donné, il faut aussi s'appuyer sur ces défis qui se posent à l'entreprise, peut-être pour challenger l'ensemble de nos collaborateurs. Question sur l'intelligence artificielle maintenant de Jean-Marc. À l'ère de l'IA, comment les leaders peuvent-ils concilier l'adoption de cette solution avec le risque de désengagement cognitif ou de perte de compétences humaines essentielles? Oui, c'est un vrai sujet en fait, hein. Les recherches sont tellement aisées à produire en fait, hein, qu'on pourrait prendre une mauvaise habitude, c'est-à-dire de confier l'ensemble de ses questionnements à l'IA. L'IA, ce n'est pas c'est pas un Google amélioré en fait, hein. L'IA, c'est bien plus que ça, et donc c'est bien en formant, c'est bien en accompagnant, c'est bien là aussi en proposant une vision de ce que l'IA va apporter à nos processus, en fait, hein. Et ça me paraît important de pouvoir être dans une logique de questionnement de l'IA en termes d'apport à l'entreprise. Et ce n'est pas un Google amélioré, en fait, hein. Ça peut être beaucoup plus puissant que cette dimension, en fait, hein. Et donc là aussi, il existe aujourd'hui des expérimentations. Chaque entreprise peut assez facilement, en s'appuyant là aussi sur peut-être des pionniers, pouvoir initier ses propres outils IA. Alors, question d'Emmanuel qui rebondit sur tes propos lors de ton animation. Comment le leader peut-il naviguer pour lui-même et ses équipes lorsque l'incertitude et la visibilité est celle que l'on affronte aujourd'hui? Ouais, c'est une question, il faut éviter de regarder trop la télé, mais en fait, qu'est-ce que ça révèle en fait, hein, la question qui est posée en fait? Eh bien, c'est avant tout cette prise de distance par rapport à ça. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que devrait faire du coup chacun d'entre nous sur la prise de distance par rapport à ces informations qui nous percutent en fait, hein, tous les jours, et dont il faut à un moment donné pouvoir faire la synthèse pour mesurer les impacts sur nos stratégies, sur nos caps que l'on souhaite franchir avec nos équipes, en fait, hein. Le problème dans tout ça, c'est le problème de l'éparpillement, c'est le problème de la gestion des émotions autour des conséquences de ces informations. Et donc, le leader, il a un rôle, là aussi, de stabilisateur, en fait. Il doit apporter une lecture pour rassurer ou pour initier un autre chemin propice à une forme de quiétude.
hein, pour les collaborateurs. En tout cas, ça doit être générateur d'énergie, en fait. Le risque, ça serait de regarder le bout de ses chaussures et de ne plus rien faire. Question de Patricia désormais. Le leader peut-il être un collaborateur issu de la base? Alors oui, il faudrait creuser peut-être, mais en effet, le leadership n'attend pas les niveaux hiérarchiques, hein. C'est une vraie réflexion qu'on pourrait mener d'ailleurs dans un deuxième temps sur les formes d'organisation nouvelles dans les entreprises, en fait, hein. Le leadership, c'est différent du management. Le management correspond en fait à une fonction, à des pratiques, et puis aussi à un objectif, qui est de faire fonctionner un collectif autour d'un processus et des objectifs. Le leadership, il a une autre fonction en fait. Il est orienté sur un cap à passer et puis demande là aussi des gens investis, des gens peut-être avec une perception des choses plus fine peut-être. Et là, on peut très bien responsabiliser ses collaborateurs sur des projets, sur des actions dans lesquelles ils vont aussi apprendre, peut-être pour lesquels ils ont déjà des prédispositions de communication, d'impact, d'influence, de dynamique. Eh bien, il faut les accompagner, il faut leur donner la possibilité, au contraire, de se révéler dans des projets qui peuvent être une manière de grandir dans son poste, en fait. Question d'Éric via le chat. Quelles sont les valeurs communes ou partagées par les leaders aujourd'hui? Oui, mais je pense que une des valeurs centrales, c'est l'authenticité, en fait. Je pense que c'est un élément fort, en fait, hein, de la posture du leader. C'est-à-dire de ne pas jouer, en fait, d'être véritablement en connexion avec ses interlocuteurs et donc peut-être de se connecter via la communication à l'ensemble de ces parties prenantes, en fait. C'est une des conditions de la dynamique collective. Donc je pense que l'authenticité est un élément fort, en fait, des différents types de leaders que l'on peut rencontrer chez CEPI, entre autres. Question de Mathieu, désormais, peut-on être à la fois leader et manager, ou est-ce que c'est plutôt une complémentarité qui est à chercher au sein de l'équipe? Alors, leader et manager, en fait, tous les managers peuvent avoir cette double casquette. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous formons dans nos parcours des managers ou des managers à qui on essaye de faire développer cette notion de leadership, en fait, hein. Mais ce n'est pas forcément de l'inné, forcément. Et donc, aujourd'hui, en revanche, on sait que cette double fonction est nécessaire, puisque ça ne fait pas appel au même ressort. Si on résume à 12h29, du coup, l'objet de cette conférence, et particulièrement ce sur quoi je suis engagé, le parcours leader stratégique, c'est bien de donner la possibilité à chacun, fort de ses talents, la possibilité d'étayer d'autant plus, de développer d'autant plus ses leviers de leadership et ses leviers d'impact. Et donc, ça me paraît important de pouvoir cultiver ces deux casquettes qui font appel à des compétences assez différentes. Alors, on arrive tout doucement au bout de ce webinaire. Merci beaucoup, Frédéric, pour ces éclairages et ces partages. Peut-être prendre une dernière question avec Emmanuel. Que doit faire le leader quand il ne sait pas quoi faire ou ne sait pas comment faire? Ouais, c'est une bonne question, puisque du coup, face aux informations qui peuvent être partagées, face à la complexité parfois des informations qui nous sont communiquées, eh bien, il peut y avoir une forme d'incertitude ou difficulté à choisir, difficulté à prendre la décision. Eh bien, moi, je conseille véritablement de s'appuyer sur une communauté de pairs ou de s'appuyer sur une communauté collective, en fait, hein, à qui on va confier peut-être la charge de splitter le sujet, d'en comprendre les enjeux, d'en comprendre les tenants et les aboutissants, pour faire en sorte de partager aussi le choix qui sera pris, en fait. Et donc, je pense qu'il faut là aussi revenir sur un élément sur lequel il m'a semblé beaucoup appuyer, c'est l'élément de confiance, en fait. C'est pas parce qu'on est manager
qu'à un moment donné, on ne peut pas du coup porter certains sujets auprès de ses équipes. Ce n'est pas parce qu'on est chef de projet qu'on doit tout assumer en fait en termes de choix et de décision. Là aussi, il peut y avoir une communauté propice sous forme d'intelligence collective pour pouvoir travailler cette prise de décision. Alors, il y a pas mal d'autres questions, mais je laisserai peut-être les dirigeants, les leaders et managers qui nous ont suivis à se rapprocher de Frédéric ou à Ouais. nous transmettre leurs problématiques via notre site cepi.fr. Je te laisse le mot de la fin, Frédéric. Oui, bah, écoutez, moi je vous remercie en tout cas d'être aussi nombreux à nous avoir suivis ce matin. Il y avait un bel engouement pour cette thématique. On aura l'occasion peut-être, au regard de cet engouement, de pouvoir le diffuser autrement en fait. Hein. Vous recevrez peut-être, vous allez recevoir pardon, une synthèse dans quelques jours de ces propos pour reprendre les notes et peut-être du coup amener à réfléchir par rapport à vos situations personnelles. Merci encore et au plaisir de vous accueillir chez CEPI à Marc-en-Barœul.